Elon Musk a appris à coder à seulement 12 ans et il est aujourd'hui le propriétaire d'une modeste fortune estimée à plus de 230 milliards de dollars. Ce qui me fait quand même un point commun avec l'homme le plus riche du monde. L'autre jour, je me suis perdu sur YouTube et je suis tombé sur l'incontournable Elon Musk. D'ailleurs, je sais pas comment ce mec fait parce que chaque semaine de l'année, eh bien quelqu'un me parle d'Elon Musk. Il a dit ça, il a fait ça, il a pas fait ça, scandale, etc. Bref, je suis tombé sur une vidéo où Elon Musk ne parlait que 2 minutes, je vous ai mis le lien en description, et dans cette vidéo, Elon Musk parle d'une stratégie en 5 étapes pour devenir un excellent ingénieur à SpaceX. L'objectif est donc d'envoyer des fusées sur Mars, et ça n'a donc rien à voir a priori avec JavaScript, les tests unitaires ou un design pattern. Pourtant, la vidéo a particulièrement résonné pour moi en tant que codeur. Les étapes et les raisonnements d'ingénierie qui sont appliqués à SpaceX, eh bien, m'ont paru très similaires avec ce qu'on fait dans la production de code et j'espère que ça va vous parler autant que moi. Dans cette vidéo, on va donc voir une stratégie en 5 étapes pour devenir un excellent programmeur d'après Elon Musk. Par contre, vous devez absolument respecter ces étapes dans l'ordre, sinon au mieux ça peut être contre-productif et au pire ça peut même être dangereux pour votre projet. Première étape, rendre vos requirements moins stupides. Quand j'étais développeur junior, je prenais les requirements qu'on me donnait de manière très impatiente et je m'empressais de dire oui j'ai compris afin de démarrer le code le plus vite possible. Le problème c'est qu'en fait je codais assez lentement puisque quand je me retrouvais derrière mon éditeur de code à devoir donner des instructions à une machine, eh bien les discussions un peu vagues de réunion ne pouvaient pas être traduites pour une machine. Par exemple, si on vous demande d'agrandir telle boîte modale dans votre application, est-ce que vous devez l'agrandir de 50 pixels, 150 pixels ou 184? Et surtout, même une fois que j'avais fini d'implémenter la fonctionnalité en question, eh bien je me rendais compte que les personnes qui m'avaient donné les requirements, en fait, n'étaient pas très sûres de ce qu'elles voulaient. Et souvent, eh bien il fallait tout recommencer. Et ce que Elon Musk explique, eh bien c'est que tout le monde peut avoir tort. Peu importe qui vous êtes, tout le monde a tort de temps en temps. Donc, peu importe qui vous donne les requirements, eh bien vous, en tant que développeur, vous avez une vision technique qui est importante pour le projet. Donc vous devez toujours challenger les requirements qu'on vous donne. Et même ce que dit Elon Musk, eh bien c'est que plus la personne qui vous donne les requirements est intelligente, plus c'est potentiellement dangereux. En effet, vous allez baisser votre garde et prendre ce que dit cette personne comme beaucoup plus une vérité qui a moins besoin d'être challengée puisque vous avez de la considération pour cette personne. Donc vraiment, n'écoutez pas les requirements qu'on vous donne comme du gospel sympa à écouter, mais posez le plus de questions possible jusqu'à ce que vous soyez vous-même convaincu que tout ça a vraiment du sens. Par exemple, que se passe-t-il dans les cas extrêmes X et Y par rapport à ce requirement? Comment cela crée de la valeur pour le client final? Ou encore que XYZ a dit exactement le contraire à la réunion d'avant et savoir qu'est-ce qui a changé et pourquoi finalement on va l'implémenter. Donc vraiment, questionnez toujours les requirements qu'on vous donne. Vous pouvez vraiment économiser des jours de développement simplement en posant des questions et éviter de la frustration pour tout le monde. Deuxième étape de cette stratégie en 5 étapes qui va être le dicton anglo-saxon « less is more ». Et en fait, ça va parfaitement à l'encontre de ce qu'on ferait intuitivement. Quand j'étais développeur junior, à chaque fois qu'il y avait un problème sur un projet, eh bien je voulais rajouter plus de code, plus de scripts, plus d'étapes dans les processus. Puisque quand on a un problème, il faut ajouter des choses, n'est-ce pas? Mais en fait, cette solution n'est pas forcément la bonne. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, vous pouvez ajouter des patchs, ajouter une cigarette électronique pour faire la transition. Mais en réalité, les seuls gens que j'ai vus arrêter de fumer sont ceux qui arrêtaient tout simplement d'acheter des cigarettes. Et dans mon exemple personnel, eh bien, je me rappelle avoir installé des applications qui permettaient de bloquer d'autres applications sur mon téléphone pour pouvoir mieux me concentrer et être plus productif. Mais au final, j'avais juste 2 fois plus de mises à jour à faire et j'essayais toujours d'accéder à mon jeu mobile ou aux réseaux sociaux. Simplement, ça me prenait 2 fois plus de temps puisqu'il fallait que je contourne l'application qui essayait de me bloquer. Et en fait, devinez quoi, je suis devenu plus productif simplement en désinstallant des applications qui me faisaient perdre du temps sur mon téléphone. Donc dans tous ces cas-là, vous fixez le problème en enlevant des choses et pas en rajoutant. Et ce que dit Elon Musk là-dessus me paraît très pertinent. Il explique qu'il faut vraiment essayer très dur de supprimer des choses dans ce que vous faites. Et il dit que vous devez tellement essayer de supprimer des choses inutiles dans ce que vous faites que régulièrement, eh bien, vous devez rapatrier des choses que vous avez supprimées puisque en fait, elles servent quand même. Donc ce que Elon Musk préconise, eh bien, c'est qu'au moins 10% des choses que vous ajoutez dans votre projet, eh bien, viennent de parties que vous avez initialement supprimées. C'est-à-dire que vous essayez tellement de supprimer des choses dans ce que vous faites et vous êtes tellement sérieux là-dessus que 10% du temps,
temps, eh bien vous rapatriez ce que vous avez supprimé dans le processus que tout le monde utilise. Par exemple, pour ma part, je vise très régulièrement de supprimer du code. On ne s'en rend pas compte, mais il y a une quantité de code absolument inutile dans nos codebases, parce que comme on passe du temps à rajouter du code sans jamais forcément le challenger, eh bien il y a toujours possibilité de faire du nettoyage dans la plupart des cas. Et donc sur 10 PR que je vais faire pour supprimer du code, eh bien il va y avoir 10% de ces PR, donc 1 sur 10, où je vais devoir faire un revert parce que je suis allé trop loin dans la suppression. Mais c'est pas grave, puisque 90% de mes PR qui suppriment du code inutile sont passés et au final le projet tournera mieux. Donc vraiment, plutôt que d'essayer d'ajouter des choses quand vous avez un problème dans un projet, travaillez très dur pour plutôt supprimer la source du problème. Et éventuellement, dans 10% des cas, eh bien revenir en arrière parce que vous avez été trop gourmand. Troisième étape de la stratégie d'Elon Musk, eh bien ça va être de simplifier ou d'optimiser votre solution. Une fois que vous avez suffisamment challengé les requirements et que vous avez supprimé tout ce qui est actuellement inutile dans ce que vous faites, eh bien il est temps d'optimiser, de simplifier votre code. Et en tant que fan du légendaire livre de Martin Fowler, Refactoring, eh bien j'ai vraiment comme réflexe, plusieurs fois par jour, de refactoriser la codebase. Prendre le temps de renommer des choses, corriger des commentaires ou déplacer du code pour le mettre au bon endroit. Le problème, c'est que bien souvent, je refactorise du code et donc prends du temps, des ressources et de la bande passante sur des choses qui ne devraient tout simplement pas exister. Et c'est incroyablement frustrant pour tout le monde. Et ce que Elon Musk dit là-dessus, eh bien c'est que l'erreur la plus courante d'un ingénieur intelligent est d'optimiser des choses qui ne devraient pas exister. Et il parle notamment du convergent thinking, c'est-à-dire de la pensée convergente. Et il explique que c'est un biais qui est majoritairement ancré chez la plupart des personnes, puisque à l'école, on apprend à répondre à une question donnée. Donc à partir du moment où le professeur a posé une question, l'objectif est de donner la meilleure réponse à cette question, mais jamais de challenger la question du professeur. Personne a dit un jour à son professeur à l'école que la question était stupide ou que le problème n'avait aucun intérêt. Quelque part, on a été conditionné à avoir une réponse convergente, c'est-à-dire que tout le monde essaye d'optimiser la réponse à une question qui est le statu quo. Et effectivement, c'est ce que je faisais par défaut, c'est-à-dire que quand je vois du code, je me demande comment le refactoriser plutôt que de me demander si ça devrait même exister. Et donc, ce qu'il faut se rappeler ici, c'est que vous devez faire absolument les étapes dans l'ordre. C'est-à-dire que vous ne devez jamais optimiser du code qui n'est pas passé par les étapes 1 et 2. C'est-à-dire que plutôt que de démarrer le refactoring tout de suite, avant il faut se poser la question: est-ce qu'on a assez challengé les requirements là-dessus, ou est-ce qu'on est en train d'implémenter quelque chose qu'en fait personne ne veut vraiment? Et deuxièmement, est-ce qu'on n'est pas maintenant en train d'optimiser quelque chose qui aurait dû être supprimé il y a bien longtemps? Et donc ici, j'essaye vraiment de développer ce réflexe avant d'optimiser quoi que ce soit, puisque combien d'heures, de jours ou de semaines on peut gagner par an simplement en se posant ces deux questions avant de mettre les mains dans le code. Et juste avant de passer aux deux dernières étapes de la stratégie d'Elon Musk, eh bien je me présente rapidement, puisqu'on est plus de 100 nouveaux développeurs par jour sur cette chaîne. Je m'appelle Simon, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript de France, et à seulement 26 ans, eh bien je formais des ingénieurs logiciels de métier à Atos, qui est la plus importante société d'informatique d'Europe, avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Mon but à travers cette chaîne, c'est de faire découvrir le code d'entreprise. Bien loin des tutoriels, en effet, il y a une abîme entre les tutoriels et ce que vous allez affronter dans la réalité, et cet abîme, c'est le niveau de complexité que vous allez devoir gérer avec votre code. Fini les /voiture 1, /voiture 2, c'est évidemment beaucoup plus compliqué dans la vraie vie. Donc si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez devenir développeur web professionnel rapidement, eh bien vous retrouverez une nouvelle vidéo chaque semaine sur cette chaîne. Et on passe tout de suite à la quatrième étape, accélérer. Et la question ici, c'est que faire une fois qu'on a challengé les requirements, que tout ce qui est inutile a été supprimé et que votre solution est optimisée et simplifiée? Normalement, on devrait avoir fini. Et justement, c'est l'erreur la plus courante. Une fois que vous avez quelque chose qui fonctionne, eh bien, vous ne devez pas partir sur quelque chose de nouveau. Vous devez accélérer ce que vous faites et qui marche déjà. L'idée ici, c'est pas de faire du nouveau, c'est de faire plus que ce qui fonctionne déjà. Et j'ai vraiment une histoire personnelle que je regrette là-dessus, c'est que quand j'ai démarré sur Angular, eh bien, j'avais commencé un petit blog qui s'appelait à l'époque awesomeangular.fr, quelque chose comme ça. Et le blog marchait très bien, et beaucoup de gens voulaient en savoir plus, donner leur adresse email, etc. Et je me suis dit, ça a l'air de plutôt bien marcher, donc maintenant je vais faire des vidéos,
puisque j'avais lu que la plupart du contenu sur internet est consommé à travers la vidéo. Et donc je suis parti sur quelque chose de nouveau et j'ai écrit de moins en moins d'articles sur le blog jusqu'à ne plus en écrire du tout, et du coup petit à petit eh bien le blog est tombé à l'abandon et je l'avais fermé. Ce qui est flagrant ici, c'est qu'il m'a fallu des années pour redévelopper des compétences et pouvoir à nouveau attirer des développeurs sur un contenu vidéo alors que j'avais déjà un blog qui fonctionnait. Donc vous imaginez le temps perdu si j'avais juste continué à écrire plus d'articles tout simplement sur le blog qui fonctionnait. Ça peut vous sembler complètement absurde d'avoir perdu quasiment des années, mais en fait c'est un peu un biais intuitif. Quand on a quelque chose qui semble bien fonctionner, le réflexe c'est de se dire que c'est terminé, il faut faire du nouveau. Alors qu'en fait, il faut juste faire plus que ce que vous faites déjà. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est essayer d'appliquer ça dans le monde du code. Quand vous avez une équipe qui tourne bien, que dans les code reviews, la qualité du code ne fait que s'améliorer, eh bien l'objectif, c'est pas de se mettre à faire autre chose, comme commencer à aller chercher de la nouvelle syntaxe sexy, ou dire que l'équipe pourrait démarrer un deuxième projet en parallèle. Puisque comme vous avez quelque chose qui tourne, eh bien essayez simplement d'accélérer. Et donc ce que je vous recommande de faire, eh bien dans votre projet, ça va être de prendre tout ce qui se dit ou ce qui se fait et essayer de l'accélérer. Donc par exemple, s'il y a des choses dont tout le monde parle à l'oral, mais qui est documenté nulle part, eh bien une première étape de l'accélération, ça va être de l'écrire dans une documentation, dans le code. Comme ça, personne n'a besoin de se resynchroniser avec des discussions et des imprécisions. Vous mettez tout à plat dans le code, n'importe qui peut y avoir accès, et vous avez déjà fait une première étape. Une deuxième étape, ça pourrait être de transformer cette documentation en checklist pour regarder comment en fait cette info est réellement utilisée. Et puis cette checklist, ça peut devenir un script ou une commande qu'on pourrait lancer en appuyant sur un bouton depuis son ordinateur. Et puis en fait, on se rendrait compte qu'on pourrait aller encore plus vite puisque ce bouton, on a besoin d'appuyer dessus que quand on fait une livraison au client par exemple. Et donc on pourrait passer ici sur quasiment de l'automatisation, ce qui va d'ailleurs nous mener à la 5e étape. Mais l'idée ici, c'est vraiment de résister à la tentation de faire quelque chose de nouveau quand vous avez la preuve sous les yeux que ça fonctionne déjà plutôt bien. À la place, faites plus et plus vite de ce qui marche et ça vous permettra d'obtenir des résultats bien supérieurs. En tout cas, on peut passer tout de suite à la 5e étape qui est l'automatisation dont on vient juste de parler. En effet, la forme ultime de l'accélération, eh bien c'est l'automatisation. Une fois que quelque chose tourne tout seul 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une intervention humaine très limitée, voire quasi inexistante, eh bien vous avez libéré la charge mentale de tout le monde pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Le problème ici, eh bien ça va être d'automatiser des processus prématurément ou alors des étapes qui sont mal maîtrisées. Le problème ici, c'est que vous allez pouvoir obtenir l'effet inverse de celui que vous visiez, c'est-à-dire automatiser des choses qui détruisent votre projet. Et j'appelle ça l'automatisation négative. Par exemple, si vous automatisez un système de purge de base de données et que vous ne l'avez jamais fait à la main, eh bien le risque, ça va être par exemple de se mettre à supprimer toutes les 24 heures la base de données en production avec les données utilisateurs. Donc c'est super, vous avez automatisé quelque chose, mais vous produisez de la valeur négative. La règle d'or sur l'automatisation, c'est de maîtriser le processus que vous automatisez à la main et à 100%. Vous devez avoir fait les étapes à la main suffisamment de fois pour les maîtriser parfaitement et voir les petits détails invisibles que vous n'aviez pas forcément vus les 5 premières fois où vous l'aviez fait à la main. Parce que ces petits détails, entre guillemets, eh bien c'est ce qui va vous permettre de donner les bonnes instructions à un script qui sera exécuté par une machine. Donc plus vous êtes précis sur l'étape manuelle, plus vous allez donner des instructions pertinentes à la machine lors de la phase d'automatisation. Encore une fois, l'automatisation est la 5e étape du processus d'Elon Musk. Vous devez vous assurer d'avoir fait les 4 précédentes au préalable. Et Elon Musk d'ailleurs explique dans la vidéo qu'il a personnellement fait plusieurs fois l'erreur de ne pas respecter l'ordre des étapes qu'on vient de voir. C'est-à-dire automatiser des choses, les accélérer, les simplifier et ensuite les supprimer. Et ça m'a particulièrement parlé puisque combien de fois j'ai refactorisé ou automatisé des choses qui ont simplement été supprimées par la suite. Donc vraiment, ne faites l'étape 5 que si vous avez fait l'étape 4 et l'étape 4 que si vous avez fait l'étape 3, etc. jusqu'à l'étape numéro 1. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a apporté de la valeur et si vous cherchez à devenir développeur web professionnel rapidement, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, vous pouvez repasser sur la chaîne, pas besoin de vous abonner, pour venir regarder une petite vidéo quand vous sentez que vous avez besoin de progresser sur un concept de code. Deuxièmement, vous pouvez interagir avec la chaîne pour l'aider à la pousser, ce qui va nous permettre demain d'avoir de la crédibilité en disant ici, il y a une communauté francophone qui s'intéresse à la production de logiciels dans un usage professionnel.
Et pourquoi pas, on pourrait interviewer un tech lead chez Google ou un architecte chez Netflix, et tout le monde pourrait en bénéficier. Et enfin, troisièmement, vous retrouverez en lien sous la description une newsletter du Code Senior où j'envoie une fois par semaine un petit retour d'expérience sur du code professionnel. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon Code Senior d'ici là, ciao!